J'ai consulté la carte sur Google Maps. J'avais 1 heure de route pour arriver à Haute-Rive, à une soixantaine de kilomètres de la Seine. Depuis que je l'avais quittée au début des années 60, la ville était passée de 7 000 à plus de 17 000 habitants. J'avais conservé le souvenir d'un village, mais je suis arrivé vers 18 heures dans un gros bourg organisé autour d'une grande rue centrale bordée de maisons de 2 étages et d'un réseau de ruelles pittoresques. Au-delà du centre-ville s'étend à présent un habitat diffus de villas et de jardins. J'avais repéré sur le net quelques possibilités de logements provisoires et j'avais fixé mon choix sur un studio proposé par Airbnb au premier étage d'un petit immeuble situé un peu en marge du centre. C'était exactement ce dont j'avais besoin. J'avais juste l'intention d'y dormir et d'y prendre mon petit déjeuner. Pour le reste, je voulais disposer du plus de liberté possible pour mener mon enquête. J'ai facilement trouvé l'endroit, j'étais attendu, et la loueuse m'a installé, donné ses codes d'accès à l'internet et expliqué rapidement le fonctionnement du studio. Je n'avais pas besoin de plus. Nous nous sommes mis d'accord sur une durée de 2 semaines, mais je me suis assuré que je pourrais prolonger si nécessaire. Je ne savais pas précisément ce que j'étais venu chercher à Haute-Rive. Sans doute des réponses à ce doute terrible qui m'avait retourné à la lecture de l'article. Une explication de ce qu'il s'était réellement passé ici 70 ans plus tôt. Mais comment enquêter? Par quoi commencer? J'avais d'abord l'intention d'aller faire un tour à Grand Roc, le hameau où nous vivions à l'époque, dans la maison familiale. J'avais vendu la maison peu après la mort de mon père, et je n'y étais jamais revenu. Je me rappelais seulement d'un petit mas provençal et d'une grange, tout à côté. Vu l'explosion démographique et le développement de la ville, je me demandais ce qu'était devenu le berceau de mon enfance. Puis, j'ai pensé que je devais essayer de m'intégrer le plus rapidement possible dans cette petite communauté urbaine. Le plus simple était sans doute d'utiliser le seul réseau que je pouvais actionner rapidement, mon club de bridge à la Seine. Il avait suffi au président Chambord, qui est un ami, de passer un coup de fil à l'ABH, l'association des bridgeurs de Haute-Rive, pour que je sois attendu le lendemain soir de mon arrivée. Le lendemain, il faisait beau. J'ai pris la route de Grand Roc. Comme je m'y attendais, le hameau aussi avait changé et était devenu un quartier de Haute-Rive qui l'avait absorbé au cours des années. J'ai facilement suivi le panneau quartier Grand Roc, mais une fois arrivé, j'ai eu du mal à retrouver le mas. La grange avait disparu, remplacée par une extension de la maison, laquelle avait été entièrement rénovée. La rencontre avec mon passé ne s'était pas déroulée comme je m'y étais préparé, sans émotion ni nostalgie, juste un constat clinique sur l'évolution d'un monde avec lequel je n'avais plus rien à faire. Pour renouer avec mes racines, il me restait à rendre une petite visite à mes parents et à ma sœur. Mon dernier passage au cimetière d'Haute-Rive remontait à l'enterrement de mon père. En fait, toute ma petite famille repose ici pour l'éternité. J'ai reconnu les grands cyprès qui bordent l'allée principale. Pour le reste, mes souvenirs s'étaient estompés avec le temps. J'ai dû demander de l'aide aux gardiens pour retrouver le caveau familial, puis je me suis recueilli quelques instants sur leur tombe. J'ai fait à Madeleine la promesse silencieuse que j'irai jusqu'au bout de ma quête de vérité. De retour au studio, j'ai cherché dans l'annuaire pour voir s'il existait une agence Varmatin à Haute-Rive. Vu la taille modeste de la ville, je me doutais qu'il y avait peu de chance et que le journal devait être représenté par un simple correspondant. J'ai facilement trouvé son nom dans l'annuaire et j'ai noté dans un coin de ma cervelle qu'il me faudrait le contacter en premier. Il pourrait peut-être me renseigner sur l'existence éventuelle d'archives locales. Puis j'ai pensé qu'il pouvait aussi exister des documents d'époque à la bibliothèque municipale. Un coup d'œil sur le site officiel de la ville m'a permis de découvrir qu'il existait effectivement une médiathèque au cœur du village. Une médiathèque. J'ai apprécié la terminologie et me suis fait la réflexion que les élus sont bien tous les mêmes avec leur folie des grandeurs. Il était 18 heures et j'avais 2 heures devant moi avant la fermeture. J'ai demandé à l'hôtesse d'accueil de me guider dans mes recherches.
mais elle semblait ne pas bien savoir ce qu'elle possédait dans ses rayons. J'ai abandonné l'idée de me faire aider, et me suis plongé tout seul dans les rayonnages. Je suis assez vite tombé sur quelques recueils de textes et de photos d'archives datant de 1945, mais après 2 heures de lecture, je n'avais trouvé aucune information utile sur la période, si ce n'est un éloge d'Archibald le Résistant, héros de guerre, ainsi que plusieurs années de photos des cérémonies de commémoration du 8 mai 45, où figurait à chaque fois Archibald Bonduel, bande tricolore en travers du corps et tenant le drapeau de la Résistance. À 20 heures, j'avais rendez-vous avec quelques membres du BH, les Bridgers de Haute-Rive. J'ai dîné tôt d'un morceau de poulet froid et d'un demi-paquet de chips, et je suis parti à la recherche du club. Il jouait à la Maison des Associations, une salle assez froide et un peu trop sonore, prêtée par la mairie. Éclairage creux au néon, murs nus, peints en blanc, que quelques photos de la région ne parvenaient pas à réchauffer vraiment. Quelques tables carrées. Ce n'était pas franchement l'atmosphère cosy de mon club de la Seine. Le président, un homme d'une soixantaine d'années, m'a présenté la dizaine de personnes présentes, et après quelques phrases d'accueil sympathiques, Chambord m'a dit beaucoup bien de vous, un vrai champion, paraît-il. Nous sommes entrés dans le vif du sujet. Nous nous sommes répartis par petits groupes de 4. J'étais, invité oblige, à la table présidentielle, et debout, autour de la table recouverte d'un tapis de feutrine verte, nous avons attendu qu'il procède au petit cérémonial de tirage au sort. Il a étalé le paquet, figure retournée, et nous avons tiré chacun une carte au hasard. J'ai retourné un roi de pique. La blonde un peu fatiguée qui jouait à notre table avait produit une dame de cœur, le président et le quatrième joueur des cartes de valeur inférieure. J'ai choisi ma place comme le tirage au sort venait de m'en donner le droit, et j'ai invité ma partenaire à s'installer face à moi. J'étais le premier donneur. Le président, placé à ma gauche, a battu les cartes et m'a présenté le paquet. J'ai distribué le jeu à une cadence très rapide, dans un silence monacal. Les cartes glissaient toutes seules entre mes doigts expérimentés sous le regard attentif de ma partenaire et de mes adversaires. S'ils guettaient la fausse donne, ils pouvaient s'asseoir dessus. J'ai rapidement rangé mes cartes par valeur décroissante en les groupant par couleur, et j'ai ostensiblement montré que j'avais terminé d'ordonner ma main, mais sans manifester de signe d'impatience, alors que les autres pataugeaient encore. J'ai joué plusieurs parties sans grand intérêt. Ma partenaire avait fait quelques erreurs d'enchères, et aussi quelques fautes grossières de jeu, mais je n'étais pas là pour me faire plaisir. J'ai pourtant brillé, je suis bon à ce jeu, et j'ai vu que ma prestation m'avait permis de gagner l'estime de la petite bande. Après la partie, le président m'a complimenté. Vous ne trahissez pas votre réputation, cher ami. On n'a pas si souvent l'occasion de jouer à ce niveau. Et a sorti d'un placard dont il avait la clé une bouteille d'un whisky japonais assez fin. La dernière enchère de la soirée, m'a-t-il dit en me servant un verre, avec un clin d'œil complice. J'ai vite compris que cette tournée ne revêtait pas un caractère exceptionnel et que les soirées bridge servaient d'alibi à la petite communauté pour s'arsouiller en toute bonne conscience. Après 3 verres insuffisamment épongés par quelques cacahuètes, les paroles se sont libérées. Mais que faites-vous à Haute-Rive, Charles? Allez-vous rester longtemps parmi nous? J'ai raconté que j'étais en vacances dans la région pour quelques semaines, à la recherche de mes origines généalogiques. En les quittant en fin de soirée, j'avais hâte de rentrer au studio pour avaler quelque chose de consistant, mais je savais que je pourrais rapidement m'appuyer sur eux pour m'ouvrir quelques portes si j'en avais besoin. Le lendemain, j'ai appelé le correspondant local du journal, Bernard d'Albera. Je lui ai dit que je faisais un pèlerinage à la recherche de souvenirs de l'époque de la guerre, et j'ai obtenu un rendez-vous sur le coup de 11h30. Nous nous sommes retrouvés à la terrasse du bistrot qui lui sert de bureau et de quartier général. On a commandé des pastis, et j'ai commencé à lui poser des questions sur la résistance, ses héros, et ses règlements de compte avec ceux et celles qui avaient un peu trafiqué avec l'occupant. D'Albera est un gars sympathique, jeune, trop jeune. J'ai vite capté qu'il ne possédait aucune notion de l'histoire du village avant les années 90, date à laquelle il n'était même pas encore à l'état de projet. Il m'a laissé payer ses 2 pastis avant de me conseiller d'aller voir à la Seine, où se trouve l'agence de l'édition. À la Seine, pas d'archives. Je me suis fait dire que celles-ci étaient toutes regroupées au siège du Canard, à Toulon,
numérisé depuis la création du journal en 1946. 1946. Ce n'était donc pas dans Var Matin que le journaliste avait trouvé la source de son article incendiaire. À bout d'idées, j'ai fini par contacter la rédaction à Toulon pour demander qui se cachait derrière les initiales BS qui signaient le papier. Bénédicte Chapiraud, m'a répondu une secrétaire de rédaction après plusieurs minutes d'attente et 2 renvois d'appel. Je peux vous donner ses coordonnées personnelles, mais elle ne fait plus partie de la rédaction. Je suis enfin arrivé à joindre Chapiraud par téléphone en fin d'après-midi. Elle parlait d'une voix jeune, mais légèrement tremblotante, comme peut l'être celle de quelqu'un qui vient de vivre une émotion particulièrement éprouvante. Je lui ai dit que j'avais lu son article et qu'il avait ravivé en moi de vieilles blessures de famille qui remontaient à cette époque. J'aurais aimé la rencontrer. Je n'ai pas eu trop de mal à la convaincre de m'accorder une demi-heure, et elle a accepté de se laisser offrir un café le lendemain dans un troquet sur le port de Toulon. J'ai tourné un peu avant de trouver une place de parking autorisée. Je déteste me trouver hors la loi. J'ai enfilé 2 ou 3 pièces dans le parc-mètre et me suis dirigé vers le Sully, la brasserie où elle m'avait donné rendez-vous. Il y avait toute une brochette de femmes seules, entre 25 et 50 ans, à qui aurait pu appartenir la voix que j'avais entendue la veille au téléphone. Je me suis planté devant la terrasse et j'ai composé son numéro de portable. Une jeune femme aux cheveux bouclés a fouillé dans son sac et porté son téléphone à son oreille. « Oui, vous devez me voir, je suis assise en terrasse, je lève le bras. Ah, ça y est, vous m'avez repéré. » Je me suis faufilé entre les tables et l'ai rejointe à la dernière rangée où elle s'était réfugiée. Elle n'était pas jolie, mais son visage était intéressant, comme on dit lorsqu'on veut rester gentil. Nez busqué, chevelure noire, la lèvre sensuelle malgré tout. Elle portait un jean et une veste informe en peau de mouton. Elle avait posé son sac, une espèce de grosse outre molle et apparemment archi-bourrée, sur la table où il occupait presque toute la place. Elle m'a fait un pauvre sourire. Jolies dents. Charles Herman, j'ai dit en lui tendant la main. Elle l'a serré sans s'attarder. J'ai bien aimé sa poignée de main. Énergique. J'ai commandé 2 cafés et je lui ai expliqué rapidement ce que je faisais là. Le crâne rasé de ma sœur sur une photo, 16 avril 1945, Robert, fils d'Archibald Bonduel, héros de la Résistance, la douche froide en lisant son article. J'avais besoin d'en savoir plus. Elle a hésité un instant, tripoté la bride de son sac de bergère d'Écosse, puis elle s'est mise à parler avec sa voix grave, presque une voix d'homme si elle n'avait pas été modulée par des inflexions joliment féminines. Je viens de me faire virer par mon rédac-chef pour avoir écrit cet article, monsieur Herman. Alors vous voyez, je n'ai plus grand-chose à perdre. Viré, pour quel motif, si je puis me permettre? Je ne suis plus dans la ligne éditoriale, voyez-vous. Comprenez, pression de la part du sénateur Bonduel. On m'a laissé le choix entre démissionner ou me pourrir la vie pour trouver un nouveau job dans la région. Alors, j'ai démissionné. Je comprends, personne n'a envie de quitter le Sud, j'en sais quelque chose. Elle a lâché un ricanement désabusé. Vous n'y êtes pas. Moi, ça ne me ferait rien de me casser. Si je veux rester là, c'est pour finir ce que j'ai commencé avec cet article. Je ne voyais pas très bien où elle voulait en venir, mais j'ai compris que nous poursuivions tous les 2 des objectifs convergents. J'ai 35 ans et je suis juive, ce qui ne vous étonnera pas. Ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire de mon grand-père, Samuel Chapiraud. Elle n'attendait aucun commentaire de ma part, et elle a commencé son récit. J'ai réalisé que j'étais tendu comme un arc. Sa narration était bourrée de références historiques, de dates précises. Elle connaissait drôlement bien son sujet. La famille Chapiraud était une famille de commerçants ayant pignon sur rue dans le centre de Toulon, bien insérée dans la bourgeoisie locale. Comme la plupart des familles juives du département, elle n'avait pas été vraiment inquiétée avant 1943, malgré une grande opération policière menée dans toute la zone non occupée en décembre 1941, en réplique aux attentats commis dans l'autre zone contre les occupants. Il n'y avait donc pas eu d'arrestation de juifs dans le Var jusqu'en septembre 1943, hors engagement résistant, je veux dire.
J'ignorais ce fait. Oui, cela ne m'étonne pas. La principale explication se trouve avant tout dans la relative faiblesse de la présence juive avant la guerre et à l'absence d'un effet boule de neige. Pourtant, à partir d'octobre 1942, étaient parvenues dans le département des affichettes entreprises juives à placer sur les magasins, et à partir de mars 1943, les choses s'aggravèrent encore davantage. De nombreux juifs résidant sur la côte commencèrent à changer d'identité quand ils le pouvaient, à se cacher, se disperser dans l'intérieur du département ou plus loin encore. Certains furent aidés par la population, ce fut le cas de ma famille, qui fut hébergée et aidée par Aldebert Bonduel, le gentil. En septembre 1943, donc, les autorités de Vichy s'empressèrent de faire savoir que les instructions concernant les Juifs pouvaient être strictement appliquées, en particulier pour l'envoi en GTE, les groupements de travailleurs étrangers. La traque était essentiellement le fait de la police nazie et de ses auxiliaires français, mais elle apparaissait comme tout à fait aléatoire. Les arrestations se fondèrent au départ sur des listes fournies par des indicateurs, sans doute du PPF, puis ensuite sur les informations recueillies par les agents, parfois des jeunes femmes, que l'on utilisait pour espionner la population. Pour ma famille, les choses se passèrent bien jusqu'au début 1944. Comme je l'ai écrit dans mon article, pendant qu'Archibald avait pris le maquis et faisait sauter des trains, son frère Aldebert avait mis mes grands-parents, leurs enfants et leurs biens les plus précieux sous sa protection. Malheureusement, ils ont été dénoncés et les Allemands les ont arrêtés et déportés. Seul leur fils, mon père, a réussi à s'échapper. On n'a jamais très bien su ce qu'il s'était passé parce que Aldebert n'a jamais été inquiété par la Gestapo. Toujours est-il que mon grand-père s'était fait promettre par son bienfaiteur que leurs biens seraient toujours à l'abri chez lui et qu'il pourrait revenir les reprendre après la guerre. Grand-père Chapiro avait même donné une liste de personnes de confiance, signée de sa main, à qui remettre cet argent au cas où lui-même ne reviendrait pas. Aldebert avait promis, et personne n'est jamais venu réclamer. Le seul survivant de la famille, mon père, dont le nom figurait sur la liste de grand-père, n'a jamais été contacté, et il est mort d'un cancer avant d'apprendre cette histoire. J'ai commencé à comprendre la teneur de l'article. Mais vous-même, comment avez-vous appris tout cela? C'est un ami de mes grands-parents, sorti miraculeusement de l'enfer où il était enfermé avec eux, qui m'a raconté l'histoire, longtemps après. Il a eu du mal à retrouver la trace de mon père, nous vivions sur la côte atlantique. Il est arrivé trop tard, mon père venait de mourir, et c'est moi qui ai recueilli son témoignage. Alors vous êtes venu dans la région pour enquêter. Bien sûr, je voulais en savoir davantage. Je pense que Bonduel a gardé l'argent de ma famille. Peut-être même a-t-il fait le nécessaire pour qu'elle soit découverte et arrêtée par la Gestapo. Mais de cela, je ne peux être certaine, car dans ces petits villages comme Haute-Rive, tout le monde était au courant de l'existence de juifs cachés, mais personne ne disait rien. Oui, sauf si quelqu'un a parlé. Exact, on ne le saura jamais. En tout cas, j'ai remonté la piste Bonduel, et j'ai trouvé par hasard l'origine de l'information que vous avez lue dans mon article en repassant un vieux numéro du Petit Var à la médiathèque de Fréjus. Il existe peut-être d'autres traces dans les journaux de l'époque, mais je n'ai pas cherché. J'avais ce que je voulais, du moins une source suffisamment fiable pour balancer un pavé dans la mare. J'ai publié mon article, et vous savez le reste. Ce que venait de me raconter Chapiro m'avait abasourdi. Si tout cela était vrai, l'ignominie d'Aldebert Bonduel était purement révoltante, et je comprenais mieux le règlement de compte, je comprenais mieux l'article, et pourquoi elle avait été virée. Je l'ai remerciée, j'ai réglé les cafés, et je l'ai laissée songeuse et désespérée. Je suis rentré au studio, et sur le net, j'ai trouvé l'historique du Petit Var à la médiathèque de Fréjus. Le Canard avait vécu ses derniers jours en 1945, juste avant la naissance de Varmatin. Les journaux régionaux, je connaissais, j'y avais passé la plus grande partie de ma vie professionnelle. J'ai filé à Fréjus et retrouvé l'édition numérisée de l'article original, repris par Varmatin en 1956, d'où était parti Bénédicte Chapiro.
Un entrefilet citant Robert Bonduel, fils d'Archibald, dans une histoire de chasse aux sorcières. Rien d'autre. La journaliste, pressée de régler ses comptes, avait brodé le reste autour de cette info, à la limite de la diffamation. Il ne me restait plus que la République du Var à consulter, mais j'ai tout de suite vu sur le net que le quotidien, né en 1894, avait cessé de paraître en 1944, trop tôt donc, pour évoquer ce fait divers qui avait bouleversé la vie de ma famille. J'avais bien progressé dans mon enquête et je comptais sur mes nouveaux copains du club de bridge pour avancer encore plus. Cette chasse aux sorcières, menée par Robert Bonduel et ses petits camarades, était manifestement restée à l'état de détail sans importance aux yeux de l'histoire et à ceux de la presse locale. J'avais l'intuition que si je voulais des informations, il fallait que je retrouve des témoins directs. Cela s'était déroulé en 1945, il y avait plus de 70 ans. Mais je pensais que j'avais peut-être encore une chance de retrouver des survivants de cette époque. Des vieux de 85 à 90 ans pouvaient encore avoir conservé quelques souvenirs. Nous savons tous que si les événements récents marquent moins la mémoire des vieilles personnes, ceux qu'elles ont vécus dans leur jeunesse sont souvent inscrits dans le dur. Mais les chances étaient minces, les mouvements de population pouvaient avoir éloigné définitivement ces sources précieuses d'informations de haute rive, si tant est qu'il y eut encore des témoins vivants. Si j'avais raison, je savais où trouver mon bonheur, auprès des membres de l'AJBH, le club de bridge. Il n'y avait pas de séance prévue avant quelques jours, et j'en ai profité pour faire un peu de tourisme, marcher le long des plages de Brégançon, visiter le musée national de la marine de Toulon, où j'ai retrouvé des traces historiques de héros de la Résistance. Archibald Bonduel à l'honneur, sur une grande toile lourdement encadrée, le représentant manches retroussées sur des biceps saillants, guettant dans les fourrés le déraillement d'un train dont il venait de faire sauter la voie. Représentation d'artiste, don du sénateur Éric Bonduel, 2006. Des témoignages assez bouleversants aussi, de la déportation des Juifs du Var. Bénédicte Shapiro n'avait apparemment rien inventé. 2 jours plus tard, j'ai mis à contribution mes partenaires bridgers entre 2 tours de donne. Les enchères tombent, 2 cœurs, 3 trèfles, 300 atouts. Cette fois mon partenaire tient la route, c'est à moi de faire le contrat. À la première levée, mon voisin de droite ne peut pas servir la couleur demandée et étale son jeu proprement sur la table pour faire le mort. C'est ce que j'attendais. Après 2 levées que je remporte et une que je perds, j'ai mémorisé les 12 cartes qui sont tombées. Je sais avec 90% de chance de fiabilité où sont celles qui vont me causer des ennuis, et j'ai déjà les 9 levées suivantes dans la tête. Ça serait déjà terminé si les autres joueurs ne traînaient pas tant à se décider. À la dernière levée, le gars qui fait le mort ne résiste pas à l'ouvrir avec un sourire de vainqueur. La dernière est pour nous. Non, je dis avec un petit geste de la tête vers son partenaire qui a joué comme un pied. Le valet de carreau est là. J'ai raison, je remporte la manche et le gars fait la tronche. J'ai fait mon contrat les doigts dans le nez. C'est à moi de donner. Je rassemble les cartes et je bats avec dextérité. Avant de passer à la donne, je demande comme si ça me vient d'un seul coup à l'idée. Au fait, savez-vous comment je pourrais encore trouver des témoignages concernant des faits remontant à 1945 sur le village? Le mort fait le mort, il n'a pas digéré la leçon, mais après quelques hésitations et suggestions peu pertinentes, mon partenaire finit par sortir la bonne réponse. Il existe une association des anciens combattants dans le village. Le président est un homme charmant dont le père a été décoré sur le champ de bataille à la libération de Toulon. Le vieux guerrier est mort depuis 4 ans, mais le fils a sans doute une quantité d'anecdotes à raconter. Vous trouverez ses coordonnées dans le site de la ville. Il y a une activité associative très active à Haute-Rive. J'ai été reçu chez lui en fin d'après-midi. Mon partenaire de bridge l'avait averti de mon intention de le contacter, et il avait aussitôt accepté de me recevoir lorsque je lui ai expliqué par téléphone les motivations de ma visite. Roger Vergne est une mémoire vivante. Le type vit seul dans une petite maison pleine de souvenirs un peu datés de l'époque. Décorations, livres, photos,
Des hommes jeunes et souriants, posant crânement en uniforme devant l'objectif. Des jeunes femmes aussi, chevelures bouclées, lâchées sur leurs épaules, leur jeunesse éclatante flattée par les nuances de gris des tirages inimitables de l'époque. Ces images et leur façon m'ont renvoyé aux photos prises par mon père et à celles plus glauques de Madeleine, le crâne rasé. Tout dans la maison célèbre le culte du héros. C'est étonnant, ce type vit à travers la mémoire de son père, comme si lui-même n'avait pas eu de propre vie, ou en tout cas, pas de vie qui aurait mérité d'être exposée dans son intérieur. Il m'a sorti des albums entiers sur lesquels il me montrait son père et ses frères d'armes. J'y reconnus sans mal Archibald Bonduel. Archibald, le maire de l'époque, ce fut un grand résistant, vous savez. Décoré 4 fois, blessé à 2 reprises, un sacré bonhomme. Mais le reste de la famille n'était pas aussi bien que lui. J'ai froncé les sourcils et pris un air surpris, et il a jugé bon justifier sa remarque acerbe. La guerre, vous savez. Le temps passe et gomme tous les mauvais souvenirs. Seules les belles épopées restent dans les livres. On préfère se souvenir des faits d'armes d'Archibald, mais ici, nombreux sont les anciens qui savent comment sa famille s'est enrichie. Nous étions seuls dans la maison, mais Vergne a baissé la voix comme si quelqu'un avait pu nous entendre. On raconte même, mais sans oser le dire trop haut, que la fortune de la famille Archibald tient son origine dans une escroquerie. Une histoire louche avec des Juifs que son frère Aldebert aurait hébergé quelque temps avec leurs biens les plus précieux et qui ne sont jamais revenus de déportation. Il y avait beaucoup de rancœur dans ses propos, et sa remarque m'a rappelé ce que Bénédicte Shapiro m'avait raconté quelques jours plus tôt. Il avait dû se passer de drôles de choses à l'époque, et le bonhomme en avait gros sur la patate. Sans doute parce que son héros de père, tombé dans l'oubli, n'avait pas bénéficié de la même gloire qu'Archibald, alors que toute la famille Bonduel, pas si propre que cela, avait vécu depuis tout ce temps sur la réputation de l'ancêtre. J'ai enchaîné. Je me suis laissé dire qu'il y avait eu des débordements peu glorieux au moment de la libération, des jeunes femmes tondues, des règlements de compte, des conneries de jeunesse. Ah, vous voulez parler des Cheyennes? Mon père les a connus, bien sûr. Il a frotté ses fonds de culotte avec eux sur les bancs de l'école. Il y avait Robert Bonduel, le fils d'Archibald, c'était le chef. Il avait la tête pleine des Américains et bavait d'admiration sur tout ce qui venait des USA. Il avait baptisé sa bande les Cheyennes. Il se faisait appeler Bobby pour faire plus américain. Les autres, je ne me rappelle pas bien, et mon père n'est plus là pour me rafraîchir la mémoire. À la Libération, je sais qu'ils ont fait des trucs dégueulasses. Ils se prenaient pour des justiciers à cause de ce qu'avait fait leur père dans la Résistance. On a dit qu'ils tondaient des femmes, qu'ils violaient même. À cette époque, tout était permis. Je ne les ai jamais aimés. Ils n'ont jamais été arrêtés, je crois bien. Je pense même qu'il n'y a jamais eu d'enquête sérieuse ni de suite. Ils sont passés au travers, compte tenu de leur âge, du contexte qui excusait tout, et certainement aussi de la personnalité illustre du père de Bobby. Vous devriez voir Denise, elle pourrait vous parler mieux de cette époque. Elle habite juste à côté. Appelez-la de ma part, je vais vous donner son numéro. Bobby. Je revois en pensée la chaînette dans la boîte à secrets de Madeleine. S'agirait-il de ce Bobby? Est-ce que Madeleine, en plus du traumatisme provoqué par une tonte injustifiée et sauvage, aurait pu être aussi victime d'un viol? Traumatisée, blessée, devenant pratiquement muette et apathique, elle n'aurait jamais pu désigner ses agresseurs qui étaient restés impunis. Avec le recul, cela expliquerait beaucoup de choses. Le silence de mes parents, le suicide de ma sœur après 10 années de détresse. Bobby était-il mêlé à l'agression de Madeleine? Mais s'il était son amoureux, comme je l'avais toujours imaginé, pourquoi aurait-il commis une telle horreur? Déception amoureuse? Mais alors elle n'aurait pas conservé précieusement ce cadeau, cette chaînette d'un garçon qui l'aurait humiliée de façon si odieuse. Et les autres, sont-ils encore vivants? Restaient-ils des témoins? D'autres filles molestées, tondues, violées? J'ai remercié Vergne, et sitôt rentré au studio, j'ai composé le numéro de Denise Briard qu'il m'avait confié comme un secret d'État.
Une petite voix grêle et méfiante m'a répondu. La vieille dame n'avait pas bien compris qui j'étais dans un premier temps, mais lorsqu'elle a réalisé que j'appelais de la part de Roger Vergne, elle m'a tout de suite proposé de venir lui rendre visite. À entendre la manifestation de son enthousiasme, j'ai supposé qu'elle manquait de compagnie. J'y suis passé en milieu d'après-midi du lendemain après la sieste. Elle avait préparé des petits gâteaux secs un peu rances et m'a proposé un café qui était excellent. Nous avons longuement évoqué ces mois de fin de guerre et les Cheyennes. Denise Briard était née la même année que ma sœur, et dans un village de la taille de Haute-Rive, elles avaient forcément dû fréquenter l'unique école ensemble. Elle avait conservé une mémoire étonnante de cette époque, sans pouvoir se rappeler pourtant du nom de Madeleine Hermann. Madeleine Hermann, non, je ne vois pas, mais j'avais une amie de notre âge, ou à peine plus âgée. Elle avait bien été la victime des Cheyennes, tondue et violée. On avait quoi, 14 ou 15 ans, vous vous rendez compte? Cette racaille ne valait rien. Ils étaient 5 ou 6. Je revois encore sa pauvre tête rasée comme un œuf. Et que s'est-il passé ensuite? Il y a eu des plaintes, des poursuites judiciaires? Pensez-vous? Personne ne parlait de ces choses dans un petit village comme Haute-Rive. Et de plus, c'était pas pensable de dénoncer le fils du maire, un héros de la résistance. Vous rappelez-vous de leur nom, Denise? C'est très important pour moi. Le nom de Robert Bonduel est resté dans ma mémoire, bien sûr, comme dans celle des quelques vieux encore vivants comme moi. Mais les autres, non, je ne me rappelle guère. Je me souviens que certains sont morts, ceux qui sont encore en vie, je ne sais pas où ils se trouvent. On m'a dit une fois qu'ils se sont tous regroupés à l'EHPAD qui a ouvert à Haute-Rive, les Lys Blancs. Si c'est vrai, cette bande de salauds ne s'est jamais vraiment démantelée. J'ai quitté Denise Briard avec la satisfaction d'avoir progressé. Elle m'avait confirmé les tonsures, mais avait parlé aussi de viol. Il n'y avait plus de témoins directs, mais j'étais de plus en plus persuadé que Madeleine avait subi une horreur. Mon père avait sans doute conservé une trace photographique de l'agression dans l'intention de demander justice, mais dans l'ambiance délétère de l'époque, il n'avait finalement jamais eu le courage d'affronter la famille du héros de guerre. Lui et ma mère avaient enfoui cette histoire au plus profond de leur désespoir et supporté la lente agonie de Madeleine jusqu'à son suicide. De quoi briser une famille tout entière. J'ai alors voulu en savoir davantage sur l'ascension sociale de la famille Bonduel. Quelques recherches sur le net m'ont vite permis de trouver la fiche de la firme et de me faire une première idée. L'entreprise avait été créée en 1945 à Haute-Rive par Aldebert, qui allait faire ainsi la fortune de la famille pendant que son frère Archibald entamait une carrière politique. L'entreprise devint AB Transport dans les années 70, lorsqu'elle fut reprise par Robert Bonduel, neveu d'Aldebert et fils d'Archibald. Dans les années 80, un logo apparaît. C'est une tête de chef indien stylisé, dotée de sa coiffe traditionnelle. Le siège n'est plus à Haute-Rive, mais à Toulon. Au capital de 1,7 million d'euros, l'entreprise fait du transport international essentiellement par route, mais aussi par mer et fer. Une cinquantaine d'ensembles frigorifiques pour répondre aux besoins des industriels alimentaires, plus une vingtaine d'ensembles fourgons et une autre vingtaine de Tautliners, ces énormes camions remorques destinés au transport routier de produits manufacturés. Les principales références commerciales citent des clients en France, mais aussi à l'étranger, jusqu'en Corée, Madagascar, Mexique. 950 salariés, plus de 200 millions de chiffre d'affaires. Une sacrée boutique. Durant cette époque de reconstruction d'après-guerre, les transports de toutes sortes de matériaux et de marchandises s'étaient imposés comme une activité indispensable et lucrative. Mais il avait fallu de l'argent pour démarrer, et l'investissement de départ avait dû demander des fonds considérables pour prendre d'entrée de jeu une place de leader. Ce que j'avais entendu chez Vergne et Denise Briard pouvait expliquer d'où était venu le capital d'origine. Mon ancien métier dans la finance m'a laissé pas mal de réflexes et de sources d'informations. J'ai contacté quelques anciennes relations professionnelles,
et un ami retraité des finances publiques m'a confié qu'après plusieurs contrôles et redressements fiscaux, l'entreprise était toujours dans le collimateur du fisc. Ça ne voulait rien dire, mais pouvait laisser penser que les Bonduelle n'étaient pas des citoyens modèles. J'ai alors reconstitué facilement l'épopée d'Aldebert Bonduelle Transport. Une rapide enquête en ligne m'a appris que Robert faisait toujours partie du conseil de surveillance, mais c'était à présent Éric qui en était le président. En réalité, à la création de l'entreprise, Aldebert avait tout de suite embarqué ses neveux Robert et Jacques dans l'aventure. Comme il n'avait jamais eu d'enfant, c'est Robert, Bobby, qui en était devenu le patron en 1983 à l'âge de 55 ans. De son côté, Jacques s'était lancé dans la politique à la place de son père Archibald. La famille n'allait plus jamais lâcher la mairie. Après m'être intéressé à la composition du conseil d'administration, j'ai consulté la liste historique des maires de Haute-Rive trouvée sur Google, et j'ai mis tout ça en perspective sur un arbre généalogique simplifié. J'ai relu mes notes. 1. Éric Bonduelle a repris les rênes de l'entreprise depuis 1995. Il avait encore 40 ans, toujours sous la houlette de son père Robert. Son entreprise de transport fait travailler plus de 1000 personnes dans la région. 2. Il est aussi vice-président de la communauté de communes et sénateur, maqué avec le président du conseil général, le préfet et d'autres grosses légumes. 3. Sa fille Anaïs, 25 ans, l'a remplacé depuis un an à la mairie pour un problème de cumul de mandats. Il me restait une réponse à trouver. Où se trouvait Robert Bonduelle? Était-il seulement encore en vie? En tout cas, il ne figurait pas dans l'annuaire du téléphone. J'ai appelé l'entreprise en me faisant passer pour un journaliste des Échos qui faisait un reportage sur les plus grosses entreprises de la région. Je voulais un rendez-vous avec Robert Bonduelle. Monsieur Robert est toujours administrateur de la société, mais il est injoignable. En insistant un peu, j'ai appris qu'il s'était retiré dans une maison de retraite du Var. J'ai rebouclé avec ce que m'avait confié la vieille Denise à propos des Cheyennes. On dit qu'ils ne se sont jamais vraiment quittés. Elle avait parlé des lys blancs. J'avais peur de trouver un vieillard cacochime, mais j'avais trop avancé pour m'arrêter là, et la réponse était sans doute là-bas. J'ai revu Cortési plusieurs fois. Sa femme ne va pas très bien. Je le sens soucieux. Elle a quitté les lys blancs en ambulance plusieurs fois en quelques jours pour des examens approfondis à l'hôpital de la Seine. Il reste un peu mystérieux et peu bavard sur la question. J'ai bien peur que sa discrétion ne cache un diagnostic pessimiste. Compte tenu de son ancienne profession, je ne doute pas qu'il comprend tout ce que les médecins lui disent, et sa réticence à me répondre, lorsque je l'interroge avec un intérêt sincère, n'augure rien de bon. Je suis désolé pour lui. Il a l'esprit ailleurs, mais il faut que je le relance. Nous évoquons l'époque des Cheyennes. J'essaie de l'entraîner à parler de cette époque trouble, parce que pour le moment je tourne en rond. Le seul nom dont je dispose est celui de Robert Bonduelle, alias Bobby. Mais si les autres sont aussi des pensionnaires des lys blancs, comme semble le penser la vieille Denise Briard, je dois me le faire confirmer et les identifier. Cortési sort de son silence pesant. Il ne comprend pas très bien mon insistance, mais il va se renseigner. Il me dit qu'il a des amis plus âgés que lui, qui ont toujours vécu ici, à Haute-Rive. Quelques jours plus tard, Madame Cortési va mieux, et Paul aussi, du même coup. Nous nous asseyons près de la baie vitrée, et à quelques mètres de là, Raymond et Nicole me lancent un petit signe amical. Mais comme nous ne leur proposons pas de se joindre à nous, elles restent discrètes. Je les sens un peu vexées. Je crois que j'ai des infos qui vont vous intéresser, Charles. Les rumeurs dont vous m'avez parlé semblent trouver des résonances dans la mémoire de mes vieux amis. Des choses qui ont été oubliées et pas jolies. Ils me parlent de ce que je sais déjà. Ils semblent ennuyés de me raconter tout cela, comme si impliquer la famille Bonduelle était un acte déloyal, ou tout du moins un acte dangereux. Bon sang, cette famille fout les chocottes à tout le monde. Mais la légende des Cheyennes et des saloperies qu'ils ont pu commettre à l'époque se consolide. Les chasses au scalp,
les viols. J'ai à présent la quasi-certitude que Madeleine a été violentée par ces petits salopards qui se prenaient pour des vengeurs, protégés par la réputation de leur héros de père dont la solide amitié s'est forgée dans le maquis. Je songe à la consonance germanique de mon nom, Hermann. Cela n'avait pas dû arranger les choses auprès des imbéciles de l'époque. Cortésie est gêné, mais comme d'habitude, il reste discret, même si sa sollicitude l'incite à me sonder. Vous semblez bien jeune pour vous enterrer dans cette maison, Charles. Et quelque chose me dit que toutes ces questions que vous vous posez sur la famille Bonduel ont un rapport avec votre décision. Cela ne me regarde pas, et j'ignore pour quelle raison vous enquêtez sur ces vieilles histoires, mon ami. Mais ne remuez pas trop le passé, c'est d'un conseil. Ces gens sont inattaquables, tout-puissants, et dans cet établissement, vous vous apercevrez qu'il n'y a que des pro-Bonduel. Normal, je pense. Pour les uns, c'est leur employeur, et probablement l'amant de leur directrice. Pour les résidents et leurs familles, il est la source des fonds qui embellissent les locaux et financent le champagne et les petites fêtes qui cassent la routine. Tout cela est signé Éric Bonduel. Il ne se gêne pas pour le faire savoir. J'ai appris par mes vieux copains que tout ce qui reste de la bande des Cheyennes est ici, au Lys Blanc. D'après leurs souvenirs, à ce qu'ils m'ont dit, il n'en resterait que 3 sur les 5 qui composaient la bande. En fait, ils ne se sont jamais vraiment lâchés et ont choisi de finir leurs jours ensemble au Lys Blanc. C'est touchant quelque part. Je vous ai noté leurs noms. Faites-en ce que vous voudrez, mais restez prudent. Il me glisse dans la main une feuille de papier pliée en 4. Je l'empoche en résistant à l'impatience qui me dévore de déplier le message. Nous devrions aller voir Raymond et Nicole, me dit-il, pour ne pas passer pour des comploteurs. Je ris, mais je réalise que ma petite enquête ne passe pas tout à fait inaperçue. Je remonte dans ma chambre, ouvre mon ordinateur et je déplie le papier de Cortésie. J'ai créé un dossier dans lequel je consigne toutes mes notes depuis mon arrivée à Haute-Rive. Pourtant, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, ni vers quoi tend mon enquête. J'ouvre le sous-dossier Cheyenne et je recopie les noms et les informations que m'a laissé Cortésie sur sa feuille volante. Je connais l'âge de Bobby, que j'ai relevé dans les documents administratifs trouvés sur le net, 87 ans. Les autres doivent avoir à peu près le même âge, à 1 ou 2 ans près. Robert Bonduel, entre parenthèses Bobby. Simon X, entre parenthèses pas de nom de famille. Armand Chanal. Le 4e, Joseph, a été écrasé par son tracteur il y a une vingtaine d'années de cela. Je devrais pouvoir retrouver le fait divers dans les archives de Varmatin. Je ne veux rien laisser au hasard. Quant au 5e, Raymond, il est mort d'un coup de fusil, le sien. Suicide ou accident de chasse. Le petit message de Cortésie précise qu'on n'a jamais su ce qu'il s'était passé. A priori, le meurtre n'avait pas été retenu par les gendarmes comme une option possible. Cela aussi, je dois le vérifier. Je ne peux m'empêcher de penser qu'avec toutes les haines que ces 5-là ont laissées dans leur sillage, des règlements de compte ont pu avoir lieu, même longtemps après. La vengeance, comme chacun sait, est un mets qui se déguste froid. Je ferme l'ordi et je reste là, les yeux fixés dans le vague, devant la verdure de la forêt. Un curieux sentiment de plénitude m'envahit. J'ai 3 noms, et j'ai l'impression que je viens de franchir une étape. Un léger mouvement chatouille mon regard, à la limite de mon champ de vision. C'est Founette, qui vient me rendre une petite visite. Un léger bond et elle se couche sur mon lit. Je m'assois à côté d'elle et lui gratouille le dessous de l'oreille. Elle se met à ronronner. Je continue à réfléchir. Je sais où se trouve Bobby, dans son appartement privé au bout du second couloir, bien que son nom ne soit pas affiché sur la porte, comme pour toutes les autres. Il faut que je repère les 2 autres. Je déchire le papier de Cortésie en tout petits morceaux, que je jette dans la cuvette de mes toilettes, et je tire la chasse. Puis je vire Founette et je sors de ma chambre. J'arpente mon couloir, en m'arrêtant à chaque porte pour déchiffrer le nom qui y figure. Il est inscrit dans un encadrement doré, en lettres majuscules de 4 cm de haut, épaisses et noires. Depuis mon arrivée,
Je n'ai jamais encore pris le temps de regarder les noms affichés sur les portes. J'ai toujours été comme ça. Je connaissais même pas le nom de tous les voisins de mon immeuble à la Seine. Je fais le couloir dans les deux sens. Mon cœur fait un bond. Simon Lefiel. Sa chambre se trouve à 3 portes de la mienne, juste en face du départ du second couloir, au bout duquel se trouvent les appartements de Robert Bonduel. Je l'ai souvent vu sortir et rentrer dans sa chambre. Je sais très bien qui il est. J'ai pris tous mes repas à la table voisine de la sienne depuis que je suis là. On ne s'est jamais adressé la parole. Mais est-il le seul Simon de la maison? Je termine le tour de l'étage en m'arrêtant une seconde devant la porte de Bobby. Je tends l'oreille, mais je n'entends absolument aucun bruit, aucun signe de sa présence. Je sais pourtant qu'il y est avec son infirmière particulière. Il n'en sort que 2 fois par mois. Et je n'ai pas trouvé Armand Chanal. À son âge, il est peut-être chez les Alzheimer du rez-de-chaussée, soit au premier à l'étage de Raymond. Je prends l'escalier et je descends d'un étage. Puis je recommence mon exploration, porte après porte, en lisant les étiquettes. De nombreuses portes sont ouvertes ou entr'ouvertes. Parfois, les chambres sont occupées par un résident livide, la bouche ouverte, squelettique, mourant. Je détourne le regard, gêné. J'ai conscience qu'il ne s'agit pas d'un geste de pudeur de ma part, mais plutôt de mal à l'aise devant ce qui m'attend dans quelques années. Mes réactions me dégoûtent un peu. Ce n'est pas de la commisération, c'est de l'égoïsme. Mais je n'ai jamais été tellement tourné vers les autres. Quelques postes de télévision sont allumés sur n'importe quel programme pourvu que ça fasse un peu de bruit et que cela bouge un peu sur l'écran. Parfois les chambres sont vides et je ne peux m'empêcher de jeter des coups d'œil voyeurs à l'intérieur. C'est tout leur petit monde, ou ce qu'il en reste, qu'ils ont concentré dans ces chambres souvent minuscules. Photos d'enfants ou de conjoints disparus, tableaux, bibelots. Je croise Madame Gange, arc-boutée sur son déambulateur. Chancelante, elle avance en robe de chambre d'un pas incertain, mètre après mètre. Pour aller où? Nulle part. Pour marcher, pour faire quelque chose. Se donner l'illusion d'un but sans raison. Le déambulateur s'est bloqué sur un passe-câble qui traverse le couloir. J'hésite une seconde à lui prêter assistance, et puis je me dis qu'on ne peut pas aider tout le monde. Je poursuis ma revue, le regard braqué sur les étiquettes des portes. Les couloirs sont longs et partent dans 3 directions. À mi-chemin du premier, je tombe sur une porte dont l'étiquette me contrarie. Simon Bouvard. Merde, un deuxième Simon. Il faudra que je trouve quel est le bon. Je suis arrivé au bout du couloir, et je rebrousse chemin lorsque je croise Raymonde poussant sur les roues de son fauteuil. Je fais un sourire et un petit signe amical de la main. Elle me répond, mais elle a dû se demander ce que je fabriquais là. J'enfile un deuxième couloir, et cette fois je trouve la chambre d'Armand Chanal. Elle est fermée. Je regarde à gauche, à droite. Le couloir est désert. J'actionne la poignée et j'exerce une légère poussée sur le battant. La porte est fermée à clé. Depuis que j'ai repéré les 2 Simon et Armand, je concentre mon attention sur eux. Simon Lefiel, comme j'ai dit, je le connaissais déjà. C'est le résident qui a failli crever à table il y a quelques semaines à cause des poils de founette, hyperallergie. C'est un type épais comme un tronc d'arbre, avec un estomac en forme de ballon de foot. Il a encore quelques cheveux, tout blancs, comme les miens, soigneusement coiffés vers l'arrière du crâne. Je l'ai marqué à la culotte quelques jours. Il marche très difficilement, et s'il pratique encore un peu le déambulateur, il a opté pour se déplacer le plus souvent en fauteuil roulant. Il se débrouille assez bien, même s'il ne refuse jamais l'aide du personnel de soins, pour se faire trimballer de sa chambre à la salle à manger ou à la salle de kiné. À présent, je connais un peu son emploi du temps. C'est très récurrent. Il semble passer beaucoup de temps dans la salle de vie de notre étage à regarder la télé. Lorsqu'il est dans sa chambre, c'est aussi la télé qui gueule, il doit être sourd comme un pot. J'ai passé la tête une fois qu'il n'y était pas, il ne ferme pas à clé. Bon à savoir. 2 ou 3 petits meubles pur style lévitant, un gros pied de lampe tarabiscoté surmonté d'un abat-jour kitsch, 1 ou 2 croûtes au mur. J'ai fait une seconde reconnaissance de nuit. Il dort la porte fermée. J'ai essayé d'ouvrir. Elle n'était pas verrouillée.
j'ai refermé sur ces ronflements de forge. Au premier étage, j'ai fait la même démarche. Le deuxième Simon, Bouvard, de son nom de famille, est nettement plus décati. On le balade sur une chaise roulante, mi-assis, mi-allongé. Je l'ai vu passer plusieurs fois, conduit par une infirmière ou une aide-soignante. Il est relié en permanence à une bouteille d'oxygène avec un tuyau dans chaque narine. Raymond m'a fait quelques commentaires à son sujet. Il est subclaquant depuis des années, celui-là. En ce moment, son état se dégrade de semaine en semaine. Elle peut être crue, Raymonde, lorsqu'elle parle de ses petits camarades grabataires. Chanal, j'ai fini par le repérer sur un fauteuil roulant spécialement équipé, poussé hors de sa chambre par une aide-soignante. C'est un misérable vieillard impotent, il bave, grogne comme une bête malade, et roule des yeux de dément, en dodelinant de la tête toute la journée. Reste le plus important, Bobby. Je passe du temps dans ma chambre, à guetter. Il faudra bien qu'il sorte de la sienne. Je reste à l'affût comme un gecko prêt à bondir. Raymond et Cortésie me font la réflexion qu'ils ne me voient plus. Cortésie lui a dit que je passais mes journées à bouquiner dans le mini-salon de réception des familles du second, dans le couloir qui fait l'angle avec le mien, le couloir de Robert Bonduel. Pour changer un peu de décor, j'ai dit. Mais j'ai bien vu qu'il ne m'a pas cru. En fait, je n'ai rien à faire dans ce couloir éloigné de ma chambre. Mais j'ai trouvé le bon alibi, la bibliothèque. Elle constitue un petit espace confortable dans lequel les familles de visiteurs peuvent passer un moment avec les résidents dans des conditions plus agréables que celles des chambres, parfois chargées de remugles douteux. Des banquettes bordent l'alcôve, et au fond, plusieurs rangées d'étagères proposent des bouquins, convertissant l'endroit en salon de lecture. J'en ai fait mon poste de guet. Enfin, le troisième jour, je le vois sortir de sa forteresse. C'est Fort Knox. Une double porte l'isole de l'extérieur, faisant comme un sas manifestement peu pratique à traverser avec un siège roulant. La chaise passe devant moi. Je suis assis à l'extrémité extérieure de la banquette afin de conserver un angle de vue le plus ouvert possible. Il est poussé par une infirmière que je n'ai jamais vue. Une infirmière particulière, je pense. Bobby est un petit gabarit, sec, chauve, le crâne constellé de taches noires, lunettes d'écaille. Il ne doit pas peser plus de 45 kilos tout mouillé. Nos regards se croisent, le sien est un peu méprisant, il a l'œil affûté. Un tueur. Un vieux tueur, mais un tueur. Soudain, je prends peur. Je repense à ce que m'a dit Cortésie. Ces gens sont inattaquables, tout-puissants, restez prudents. Mais à présent, j'ai identifié mon ennemi, je sais à quoi il ressemble. Je le vois se moucher dans un Kleenex qu'il abandonne sur le sol dans son sillage, bon pour les femmes de ménage. Son infirmière ne s'est pas arrêtée pour ramasser son déchet. A-t-elle acquis la même attitude que son patron, ou n'a-t-elle pas vu son geste? Je n'en sais rien. Je les suis. Ils empruntent l'ascenseur, ils vont certainement descendre au rez-de-chaussée, sortir de la résidence peut-être. Je descends les escaliers et j'arrive en bas en même temps qu'eux. Je me dirige vers la sortie, fais un petit signe amical à Miss Chuchotis qui me sourit et me répond en agitant les doigts derrière son bureau vitré. Coucou. La limousine noire est garée devant la porte. Le chauffeur les attend, casquette à la main. Bobby quitte laborieusement son fauteuil et le chauffeur et l'infirmière l'aident à prendre place à l'arrière. Puis l'homme ajuste sa coiffe et enfourne le fauteuil par le haillon arrière. L'infirmière s'est assise à côté de son malade. La limousine démarre. Je retourne dans le hall et j'ai une intuition. Je retourne voir Miss Chuchotis et j'essaie d'adapter un ton désinvolte. On ne voit pas souvent ce résident, dites-moi, c'est un VIP ou quoi? Oui, c'est monsieur Bonduel, le père du patron, le sénateur. Et il ne sort pas très souvent, on dirait. Et quel équipage? Un mardi sur deux. C'est réglé comme du papier à musique, me sursure-t-elle à voix basse. Ce coup-ci, c'est un authentique secret qu'elle me confie. Ils font à l'hôpital pour une analyse pour les reins. Il me reste à faire le tri entre les deux Simons, et pour ça,
Je ne peux tout de même pas demander aux infirmiers ou à Myriam quel est celui des deux qui est le meilleur pote de Robert Bonduel. Vous savez, celui qui a violé des filles à la fin de la guerre. Mais j'ai un plan. Aujourd'hui, j'ai une grosse journée. Je veux retourner au siège de Varmatin pour consulter les archives. Les décès violents de Joseph Balthazar et Raymond Souleyer méritent une enquête approfondie de ma part. Les souvenirs des gens, c'est une chose, mais la précision des faits, replacés dans leur contexte, pourrait bien apporter un éclairage différent. J'en profiterai aussi pour passer dans un magasin de jouets et je déjeunerai à l'extérieur. L'atmosphère de ce réfectoire au silence sépulcral commence à devenir franchement pesante. J'attends 10 heures pour ne pas arriver trop tôt à Toulon et je descends à pied au rez-de-chaussée. Dans l'escalier, je croise Priscilla, mon ange. C'est souvent elle qui passe distribuer les médicaments dans les chambres du haut, et depuis que je suis au Lys Blanc, je laisse la gestion de mes comprimés quotidiens aux soins de l'infirmerie. Tension, estomac, cholestérol, rien de méchant, mais je suis rigoureux avec la prise de mes traitements. Souvent, nous échangeons 3 banalités, mais elle repart, sans attendre, poursuivre sa tournée des chambres en poussant son chariot rempli de piluliers sur 3 étages. Il y a de quoi tuer un bœuf là-dedans. Je stoppe ma descente et elle s'arrête aussi. Elle est un peu plus bas que moi, à 2 marches d'écart. On se dit bonjour. La beauté de son visage me bouleverse, comme à chaque fois que je la regarde. Elle a un sourire lumineux, et ses yeux se plissent légèrement, comme pour souligner une complicité que je sais tenir du fantasme absolu, mais que j'aimerais pourtant croire possible, malgré moi. Vous sortez, Charles? Je suis habillé pour l'extérieur et je tiens mes clés de voiture. Elle est observatrice. Oui, je vais faire un tour à Toulon, histoire de me changer les idées. Je crois que j'irai voir l'exposition Chagall, au musée d'art. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Pour me rendre intéressant, lui montrer que j'ai un cerveau, un niveau de culture, que je suis pas gâteux comme la plupart des autres. Je me trouve débile, on dirait un collégien. Du coup, on parle un peu peinture, elle semble s'y connaître. Je descends 4 marches tout en lui parlant, nous nous frôlons. Je suis grand, mais à présent, 2 gradins au-dessus de moi, elle me dépasse légèrement. En légère contre-plongée, elle est encore plus belle. Elle doit ressentir une gêne et abrège notre courte conversation avec un petit mot gentil. Passez une belle journée, Charles. À ce soir, et soyez prudent sur la route. Je la regarde monter les dernières marches. Elle est moins bien roulée que Myriam, mais son visage est réellement bouleversant. Je passe devant le bureau de Miss Chuchotis qui me fait un petit signe amical et je sors par le sas. L'air est doux, sensuel, et je retrouve la sensation charnelle d'être vivant. Je me dirige vers la Rover et, au moment de monter à bord, je lève les yeux vers la grande baie vitrée du premier étage. Raymond et Nicole m'observent. Impossible de sortir discrètement de l'établissement ma parole. Ce soir, j'aurai droit à une série de questions, c'est sûr. Il est 11 heures à peine passées lorsque j'arrive à Toulon. Je remonte la rue où se trouve le siège du journal et, coup de chance, je trouve une place juste devant. Je glisse 2 € dans le parc-mètre et je pousse les portes vitrées à l'entrée du quotidien. Je m'attends à trouver une jolie hôtesse derrière la banque d'accueil, mais c'est la face renfrognée d'un gros type en polo bleu qui chahute ma rétine. L'orchidée artificielle posée sur la banque a du mal à lutter contre l'attitude bourrée du cerbère. On avait les mêmes dans mon ancien journal. Au moment de changer les rotatives, il avait fallu recaser des ouvriers et on avait sacrifié le sourire d'une jeune beauté contre la tronche rébarbative d'un rotativiste syndiqué. Le type prend mon nom, me demande où je vais et ma carte d'identité et me donne un badge. On n'entre pas comme ça au royaume de l'information locale. Troisième porte à gauche, il me dit, et il presse un bouton pour ouvrir la porte d'accès au bureau. Je me retrouve au début d'un long couloir, dans lequel je croise 2 employés, paquets de cigarettes en main, qui s'apprêtent probablement à prendre leur pause, et je trouve la troisième porte à gauche, celle des archives. Ils ont un système entièrement numérisé, bien indexé. On peut chercher par date, édition, mots-clés,
Le gardien du temple, encore un ancien rotativiste probablement, me colle devant un grand écran d'ordinateur. Je ferme à 13 heures, c'est gratuit pour consulter, mais c'est 1 € par page imprimée. Bon, j'ai déjà réfléchi aux paramètres que je vais rentrer. Les souvenirs des amis de Cortésie ne sont pas si mauvais, et je trouve l'accident du tracteur après un quart d'heure de recherche. L'article est daté du 16 septembre 1975. Un agriculteur de Haute-Rive écrasé par son tracteur. C'est le troisième accident mortel au volant d'un tracteur cette année. La machine a pris une pente trop raide et a basculé sur le côté, entraînant son conducteur dans sa chute. Les gendarmes, prévenus par un voisin, sont arrivés sur place 40 minutes après l'accident, s'il faut en croire la montre de l'agriculteur brisée dans l'accident. Selon leur constatation, l'homme n'aurait pas sauté à temps pour se dégager et a été écrasé par sa machine. On ne comprend pas bien comment il a pu s'engager de flanc dans une pente aussi abrupte, alors qu'il cultivait cette parcelle depuis des dizaines d'années et connaissait donc les risques de bascule. Après enquête, le volant de la machine semble s'être bloqué net, plaçant le tracteur déjà en position limite dans une situation de déséquilibre irrattrapable. Aucune expertise particulière n'a été demandée par les gendarmes. Joseph Balthazar était âgé de 47 ans. J'ai lancé l'impression et je suis passé au second article. D'après les potes de Cortésie, la mort de Souleyé remontait franchement plus loin en arrière et j'ai mis plus de temps à la trouver. Cette fois, l'article était daté du 4 mai 1965. Accident de chasse dans les bois de Haute-Rive. Raymond Souleyé, 37 ans, père de 2 enfants, a trouvé la mort avant-hier dans des conditions qui restent à déterminer au cours d'une battue au sanglier. Une vingtaine de chasseurs étaient engagés dans le bois, plusieurs coups de feu ont été tirés et 2 sangliers ont été tués. Mais c'est à la fin de la partie de chasse, lorsque les chasseurs se sont regroupés, que l'absence de Raymond Souleyé a été remarquée. Ses amis sont partis à sa recherche et ont découvert son corps derrière un bosquet, une blessure mortelle à la tête. L'expertise a montré que la balle qui l'a tué provenait de son propre fusil, retrouvé à côté du corps. Après avoir pensé au suicide et interrogé la famille, les policiers privilégient la thèse d'un accident, une chute malencontreuse ayant pu faire partir le coup de feu accidentellement. Les gendarmes situent la mort entre 9h30 et 10h30, mais il est difficile à 30 minutes près de déterminer l'heure précise de décès, plusieurs coups de feu ayant été tirés dans cet intervalle de temps. Les 2 articles m'ont laissé sur ma faim. Rien de très net. Dans les 2 cas, il aurait pu s'agir d'un accident déguisé, mais je ne veux pas fantasmer. Pourtant, je suis frappé par les dates, les chiffres, c'est mon truc, ils m'ont toujours parlé. 1945, 1965, 1975. Des écarts tout ronds, 20 ans, 10 ans. Une idée me vient, la paraplégie d'Armand Chanal. Il faut que je trouve un moyen de me procurer l'information, Miss Chuchotis peut-être. Je rentre au Lys Blanc et je me pointe chez la secrétaire avec un bouquet de pensées acheté chez un petit fleuriste de Toulon. Elle est toute contente et virevolte dans son bureau, ses fleurs à la main, les joues empourprées comme si je venais de lui proposer la botte. Mais si, vous savez, il m'arrive de penser à vous, si. J'essaie d'orienter la conversation et finalement j'arrive à mes fins. Armand Chanal a 87 ans. Il est entré au Lys Blanc il y a une dizaine d'années, à 77 ans, tout de suite après l'ouverture de l'EHPAD. Puis elle me lâche l'information que j'attendais. Mais il était déjà complètement paralysé depuis longtemps. Une chute de toit, je crois, en 1985. Je me rappelle parce que c'est la même année que mon frère est mort. 6 mètres. Un miracle qu'il soit encore en vie. Il s'est brisé la colonne vertébrale, me chuchote-t-elle comme un scoop de première gardé pour moi. Il n'a plus jamais remarché, ni jamais pu se resservir de ses membres. Il est conscient de ce qui se passe autour de lui, mais il finira comme ça, le pauvre. Je le vois bien, Chanal, immobile dans son fauteuil, dans la position tordue d'un chat écrasé, les membres entourés de matelassage. Mais elle a raison, si ses constantes vitales restent bonnes, il peut vivre encore comme ça pendant des années. 1945, 1965, 1975,
1985. J'en reviens pas. 20 ans après l'année des tonsures et des viols, 10 années se sont écoulées entre chacun des deux décès, et de nouveau 10 ans avant cet accident gravissime. 10 ans, tout juste le délai de prescription pour meurtre. Le vertige me saisit, j'ai comme l'impression que je marche dans les traces de quelqu'un qui a commencé à faire le ménage avec 50 ans d'avance sur moi. Pour repérer le bon Simon, j'ai imaginé un stratagème qui va mettre un peu d'animation dans la vie routinière de ces vieux Cheyennes. Je vais leur foutre les chocottes, les inquiéter à mort s'ils sont encore capables de comprendre ce qui leur arrive, et attendre que ça bouge. Pas d'achat sur le net. Je ne sais pas encore où je vais, mais je ne veux laisser aucune trace de ce que je fais. J'ai repéré un magasin de jouets à Toulon l'autre jour en allant au journal. C'est une boutique un peu ringarde, si j'en crois les objets exposés dans sa vitrine, des jouets anciens qui ne doivent plus intéresser personne à notre époque de gadgets robotisés et d'écrans numériques. Je retrouve le nom de l'enseigne sur l'annuaire, au royaume des enfants. Tu parles d'un royaume. J'appelle le numéro indiqué, et une voix chevrotante me répond, une voix qui a l'âge du magasin. Après 2 minutes de questionnement, je crois comprendre que j'y trouverai mon bonheur. Je repars à Toulon, je commence à connaître la route par cœur, et je trouve une place de parking pratiquement au même endroit que la dernière fois. Le magasin est un peu plus bas, dans la rue, avec son enseigne à la typographie démodée. Devant la façade, contre toute attente, je vois un gamin d'une dizaine d'années, le nez collé à la vitrine. Je m'approche. Ce qu'il fixe avec autant d'intérêt qu'un chien lorgnant un morceau de sucre, c'est une paire de revolvers en plastique décorés d'une étoile de shérif sur la crosse. Je parcours l'étal des yeux et je ne trouve pas ce que je cherche. Ça m'ennuie parce que je ne voudrais pas que le boutiquier se souvienne de moi, et c'est ce qui risque d'arriver si je lui demande de fouiller dans ses placards. Alors, une idée me vient. Je sors mon plus grand sourire et je demande au gamin: Ce sont les revolvers qui te plaisent? Oui, monsieur, c'est des revolvers de shérif, comme dans Texas Cowboys. Il a l'air malin, ce gosse. J'ignore complètement ce qu'est Texas Cowboys, et je pensais pas que les histoires de western pouvaient encore passionner les minots. Je croyais qu'ils en avaient que pour Dark Vador. Si tu veux me rendre un petit service, je crois bien que je pourrais t'en offrir un. Ça te dirait? Le môme me regarde d'un air suspicieux, il n'en revient pas de l'aubaine. Puis il se décide, sans tergiverser très longtemps. Oh oui, j'aimerais bien, monsieur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je sors 30 € de mon portefeuille et je me penche vers lui. Il écoute attentivement ce que je lui demande et il empoche les billets avant de pousser la porte du magasin avec l'air triomphant d'un chevalier qui s'en va conquérir le Saint Graal. Le battant vitré se referme derrière lui dans un tintement de clochette à l'ancienne. Je n'ai plus qu'à attendre. Un peu plus tard, je me suis installé dans l'arrière-salle d'un bar où j'ai commandé un demi. Je vide sur la table le contenu du sachet en papier que m'a rapporté le gosse en me rendant ma monnaie. Il a mené sa mission avec intelligence et il a bien choisi. Je contemple un moment les 4 petites figurines en plastique avec leurs longues coiffes de chef indien ornées de plumes qui descendent jusqu'au sol. 4 exemplaires totalement similaires de Cheyenne ou de Comanche ou de Sioux, j'en sais fichtrement rien. Mais en tout cas, ces petits guerriers se dressent fièrement sur leurs jambes recouvertes d'un pantalon de cuir à franges. Sur leur tunique, on reconnaît les attributs des chefs, tels qu'on les voyait 50 ans plus tôt dans les vieux westerns. Leur main gauche est levée en signe de paix, Hugues, et leur poing droit est serré autour de la hampe d'une lance à la pointe redoutable, bien que légèrement tordue. Les 4 petites figurines, de 7 ou 8 cm de hauteur, sont plantées sur un socle, censé représenter un sol d'herbes vertes. Il me reste quelques aménagements à porter avant de les envoyer à leur destinataire. J'ouvre mon couteau laïol. Il est équipé d'un poinçon aiguisé qui fera parfaitement l'affaire. Sous les socles, je graffe précautionneusement une date dans le plastique, 16-4-1945. Puis je scie avec soin le cou de 3 figurines, jusqu'à ce que leur tête se détache
et j'enveloppe chaque décapité avec sa tête dans un petit sachet individuel que je glisse dans une enveloppe en papier craft. Je conserve intacte la tête du quatrième, celui-ci, ses souvenirs. Je colle les étiquettes que j'ai éditées sur ma petite imprimante avant de partir. Simon Bouvard, Simon Lefiel, Robert Bonduel. Même adresse pour chaque enveloppe, EHPAD des Lys Blancs, Haute-Rive, Var. Je termine mon demi, règle ma consommation, et je sors poster mes 3 enveloppes. Je consulte ma montre, il est 16 heures, l'heure de rentrer au bercail. Au Lys Blanc, je retrouve Cortési, les traits tirés et pâles comme une lune d'hiver. Il m'explique que l'état de sa femme s'est brutalement dégradé. Une question d'heures, de jours, tout au mieux. Je suis désolé pour lui, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je sais pas. J'ai repris mon tour de garde à la bibliothèque, dans le couloir d'où je peux surveiller les portes des chambres de Lefiel et de Bobby. Si la poste fait correctement son boulot, je pense que mes petits paquets ont dû arriver ce matin au courrier. Je reste en veille jusqu'à l'heure du déjeuner sans rien remarquer de particulier. Midi. Dans le réfectoire, Simon Lefiel déjeune comme tous les jours à la table voisine de la mienne. Je le surveille du coin de l'œil, mais rien ne laisse supposer dans son attitude le moindre signe d'inquiétude. Peut-être que mes douceurs ne sont pas encore arrivées, ou qu'il n'a pas encore ouvert l'enveloppe, ou peut-être qu'il n'est pas le Simon concerné, et que c'est à l'étage du dessus que l'autre Simon a reçu mon envoi. Bon Dieu, si c'est le cas, je me demande si Bouvard a encore assez de cervelle fraîche dans le crâne pour comprendre le message. Je prie pour que ce ne soit pas lui, parce que, quoi que je décide de faire lorsque j'aurai identifié formellement mes 3 cibles, je voudrais que toutes soient le plus conscientes possible. 12h45. Chacun a quitté sa table pour faire une petite sieste ou se coller devant la télé. Sur l'écran, une animatrice enthousiaste présente des couples de futurs mariés candidats à l'élection du plus beau mariage du mois ou quelque chose comme ça. Moi, je repars dans mon coin, la bibliothèque, la chambre de Bobby, dans le collimateur. Vers 15h, ça se met à bouger. La porte Bobby s'ouvre, c'est son infirmière particulière. Elle referme soigneusement derrière elle, et elle avale le couloir de sa démarche raide de nurse anglaise. Elle passe devant moi sans m'accorder le moindre regard, et je me retourne discrètement pour la voir s'arrêter et toquer à la porte de Simon, 20 mètres plus loin. Elle entre dans la chambre, et en ressort quelques minutes plus tard, poussant Lefiel dans son fauteuil roulant en direction de la suite de Bobby. Il repasse devant moi, et j'ai un petit frisson de satisfaction lorsque je vois que Lefiel tient dans sa main ma petite enveloppe blanche. Cette fois, il a l'air nettement plus mal à l'aise que tout à l'heure dans le réfectoire. L'infirmière ouvre la première porte, puis sort une clé de sa poche de blouse pour ouvrir la seconde. Elle guide le fauteuil de Simon à travers le sas. Rideau. Je me demande ce que ces deux-là vont se raconter, mais une chose est sûre, j'ai réussi à leur foutre la trouille.